Voilà, donc bonsoir, bienvenue à ce webinaire. Donc il va vous parler de la logosynthèse. Bon, c'est une série de petits webinaires, mais évidemment je vais me répéter puisque ce sont des thèmes de présentation. Je vous rappelle que vous avez une fenêtre chat, donc si vous avez des questions ou des choses auxquelles vous souhaiteriez avoir une réponse, ben, je peux en tout cas m'y essayer si vous me l'écrivez dans la fenêtre de chat. Si vous gardez ça pour vous, je ne pourrai pas vous répondre. Donc ce soir, sur cette petite présentation, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les origines aussi de ça, et un peu vous décrire un peu cet outil, qui est vraiment un très chouette outil, qui vient complémenter un courant relativement neuf, même si maintenant ça fait quand même un peu plus de 20 ans, presque 30 ans d'existence, qu'on appelle la psychologie énergétique. La psychologie énergétique trouve ses racines à la fois sur des éléments des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, à la fois sur des éléments des thérapies humanistes, donc qui sont plutôt centrés sur la personne, avec la présence, le self, hein, cette fameuse notion de self, mais également s'appuie sur toute la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, et donc la stimulation des points de méridien. Alors ici en logosynthèse, on ne stimule plus les points de méridien, donc c'est quelque chose que Wilhelm Lamers, qui est un docteur en psychologie, a décidé de ne plus faire. Il s'est basé plutôt sur l'influence et sur le poids des mots, et donc vraiment sur la réaction que nous pouvions avoir au niveau des mots, et à la fois sur ce fameux champ énergétique qui est développé en médecine chinoise. Donc, Wilhelm Lamers était spécialisé dans toute une série d'approches, comme l'analyse transactionnelle, a fait pas mal de MDR, beaucoup de psychologie énergétique aussi depuis ses débuts. Et puis, il a voulu simplifier un peu tout ça. Il s'est dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus simple? Et donc, finalement, il a conceptualisé la logosynthèse, qui repose principalement sur 3 phrases. Donc, il y a 3 phrases de base. Il peut y avoir de temps en temps des petites modification de ces 3 phrases, mais en général on maintient le canevas de ces 3 phrases de façon stable. L'idée étant de travailler sur une sorte d'égrégore, une sorte de courant énergétique qui va s'activer aussi par l'utilisation de ces mêmes phrases, et donc une sorte d'intention également qui sera activée. Donc la logosynthèse va faire quoi? Eh bien, nous allons chercher à cibler correctement ce que nous voulons travailler. Donc il y a des petites bases à connaître, et donc certains piliers sur lesquels repose la logosynthèse. Première leçon, c'est l'énergie est en flux, ou ne l'est pas, donc est gelée. Et deuxièmement, l'énergie est à sa place ou n'est pas à sa place. Alors comment peut-on définir ça? Eh bien, si vous faites l'expérience de penser à quelqu'un, par exemple, que vous appréciez, hein, fermez peut-être les yeux, pensez à une personne que vous appréciez, prenez ce petit temps pour vous, et vous allez normalement observer que vous ressentez cette personne. Vous allez activer à la fois des mémoires, mais à la fois vous allez activer un champ. Et vous allez percevoir cette personne à un endroit particulier de ce champ. C'est ce qu'on va appeler notre espace personnel. Ça peut être à l'intérieur de notre corps, mais ça peut être aussi perçu à l'extérieur, en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, sur les côtés. Donc vous avez une perception de cette personne, de cette représentation de cette personne. Il est clair que cette personne n'est pas là en tant que telle, mais vous en avez une perception. Et donc c'est vrai que la logosynthèse va s'intéresser à cette représentation énergétique, c'est-à-dire elle va s'intéresser à cette sorte d'objet énergétique que représente cette perception, cette mémoire, et nous allons nous intéresser à vérifier que cette mémoire, cet objet énergétique soit à sa place ou non, auquel cas on va la remettre à sa place. Et est-ce qu'elle est en flux, est-ce qu'elle participe du courant de la vie, ou est-ce qu'elle est figée? Et figée, ce serait évidemment une mémoire plutôt difficile ou traumatique, qui ferait que l'énergie s'est focalisée, s'est figée, soit à cause de cet événement de base, cet événement déclencheur, soit à cause des réactions que nous avons eues suite à cet événement. Vous savez que si vous ne digérez pas un événement de façon naturelle, à partir de 1 mois à 3 mois, on va commencer à parler de stress traumatique. Et à partir de justement cette fenêtre de 3 mois ou plus, que pour certains auteurs à partir de 6 mois, on va parler de stress post-traumatique. C'est-à-dire vraiment une situation qui a déclenché une réponse de stress parce que notre système, notre inconscient n'a pas pu la digérer, l'assimiler, l'intégrer dans notre expérience de vie.
Donc pour nous, c'est assez important d'observer comment nous digérons tout cela. Donc la logosynthèse ne va pas s'intéresser du tout aux réactions, ou en tout cas très peu, parce que les réactions, c'est déjà un système de défense que notre organisme a cherché à mettre en place pour pouvoir justement répondre à cette capsule, à ce qu'on appelle une introjection, c'est-à-dire une représentation dans mon système de cette situation qui était traumatisante. Deuxième chose, deuxième élément, au niveau de cette situation traumatisante, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons observer que ces fameuses introjections, donc ces représentations d'objets énergétiques gelés dans notre structure ou qui ne seraient pas à leur place dans notre espace personnel, eh bien, vous allez pouvoir les représenter soit par une situation, c'est une situation que j'ai vécue, j'ai eu un accident ou une agression par exemple. Ça peut être aussi la représentation d'une personne. Ce n'est pas la personne elle-même, elle n'est évidemment pas dans votre champ, mais c'est la représentation que vous en avez eue ou que vous en avez fait. Troisièmement, ça peut être aussi une croyance, c'est-à-dire la cognition que vous avez développée à partir de cet épisode de vie ou de cette personne qui vous a impacté dans votre quotidien. Et quatrième élément, ça peut être éventuellement aussi un fantasme, à savoir vous avez développé une vision du monde qui vous fait rester bloqué dans le passé avec l'idée que ça aurait dû se passer différemment. Ben, évidemment, c'est pas possible. On ne peut pas revenir sur le passé. Ce qui s'est produit, c'est produit. Et donc, si vous restez bloqué avec l'idée que vos parents auraient dû être différents, ou que votre compagnon, votre compagne aurait dû agir différemment, ou votre patron, bien évidemment, c'est un fantasme parce que ce qui est fait est fait. Mais ça veut dire aussi que cette énergie, cette mémoire est effectivement bloquée dans votre espace et va mobiliser une certaine énergie, une certaine part de votre énergie qui, au lieu d'être dédiée à la vie et à ce que vous avez envie de construire, va rester complètement figée et bloquée. Donc en logosynthèse, on va chercher à remettre cette énergie dans le flux et à sa juste place. Principe de base. Pour pouvoir faire ça, que va-t-on faire? Eh bien, nous allons cibler. Et comment cible-t-on? Eh bien, nous allons nous poser quelques questions. Et donc, c'est vrai qu'il y a deux méta-questions. C'est comment souffrez-vous et qu'est-ce qui vous fait souffrir? Méta-question A, méta-question B. Et par ces questions, on va chercher à répondre à toute une série d'éléments. En gros, vous allez retrouver dans la méta-question A, comment souffrez-vous? Tous des éléments situationnels, événementiels. Vous allez retrouver les sensations, vous allez retrouver des émotions. Vous allez retrouver aussi un petit peu de cognition, un peu de croyance que l'on va développer à partir de tout ça. Et dans la partie 2, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Eh bien, c'est clair qu'on va également repérer ces éléments situationnels, on va les peaufiner, on va aussi percevoir dans quel espace, dans quel endroit de notre espace personnel nous percevons exactement cette mémoire. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Et avec la mobilisation de ces deux méta-questions, eh bien, ça va nous permettre d'affiner le ciblage pour pouvoir travailler non pas sur la réaction, mais vraiment directement sur l'introjection, vraiment sur ce qui est à l'origine de cette souffrance que nous percevons. Cette souffrance étant déjà une réaction à la représentation, à la présence de cet objet, de cette introjection dans notre espace. En gros, quand vous avez, si vous imaginez peut-être un petit smiley, mais un smiley qui tire la tête, donc un objet plutôt désagréable, qui peut donc être une situation, une représentation de personne, une croyance ou un fantasme, eh bien, si notre inconscient, si notre espace n'arrive pas à assimiler cette information, cette expérience de vie, eh bien, notre inconscient va chercher à nous prévenir et à nous prémunir de cette capsule, de cette introjection. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, l'inconscient, comme évidemment il n'a pas envie que nous gardions ça actif dans notre espace, il va commencer à développer un premier niveau qu'on appelle un premier niveau de dissociation, c'est-à-dire une partie de notre énergie qui va se mobiliser pour attirer encore plus fortement, plus puissamment notre attention sur cette introjection. Et c'est là qu'on va voir apparaître toute une série de réactions. Premier niveau de réaction, où l'on va retrouver par exemple la montée d'angoisse, d'anxiété, de peur, éventuellement même certaines émotions primaires comme la colère. Donc des choses qui vont être là pour attirer notre attention sur ce qui se passe derrière, pour qu'on puisse s'en occuper mieux. Évidemment, la nature étant faite comme elle est, si on n'a pas pu l'assimiler de façon naturelle directement, que va-t-il se passer? Évidemment, je ne sais pas. Je ne vais pas pouvoir l'intégrer mieux que ce que je n'ai pu le faire précédemment. Donc, au-delà d'un certain moment,
Cette angoisse, cette anxiété montant, mon système, mon inconscient, va chercher à mettre en place un deuxième niveau de dissociation, c'est-à-dire tous des mécanismes de défense et d'évitement qui vont chercher à me couper de cette angoisse, de cette douleur. Donc, je vais mettre en place des comportements qui vont chercher à m'éloigner de cette angoisse et de cette anxiété. Et c'est là qu'on va trouver donc ce fameux deuxième niveau de dissociation, tous ces mécanismes d'évitement de la douleur, où vous allez retrouver par exemple toutes les ruminations mentales, donc tous les TOC, tous les troubles obsessionnels compulsifs, qui ont pour vocation d'essayer de contrôler mon environnement direct pour faire baisser mon angoisse. Deuxièmement, on va aussi y retrouver toutes les addictions, donc fumer, boire, alcool, drogue, sexe, tout ce que vous pouvez imaginer, mais on va aussi y retrouver toutes les phobies, donc des mécanismes vraiment d'évitement d'un certain type de situation qui seraient à même d'aller développer, d'aller provoquer chez moi une montée d'angoisse. Alors un exemple que je donne régulièrement, c'est une dame que j'ai reçue il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en thérapie, qui était venue pour une phobie de l'avion, et lorsqu'on a cherché à faire son anamnèse, donc son histoire de vie, à la base, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'élément particulier dans son histoire de vie. En tout cas, il semblait qu'il n'y avait pas d'événement particulier. J'avais posé la question sur des enfants, des deuils, des événements traumatisants, etc. Rien n'avait l'air d'être en place. Donc lorsqu'on a commencé à travailler, lorsque j'ai commencé à travailler avec elle, très rapidement, j'ai eu l'impression que je me retrouvais en plein milieu de l'exorciste avec une personne qui s'est redressée, qui a commencé à parler très vite comme un enfant, en disant « et j'avais pourtant dit qu'il ne fallait pas le faire », etc. Donc j'ai stabilisé la personne par la stimulation de certains points, en parlant calmement avec cette personne, en la ramenant dans le moment présent, en lui nommant des choses autour d'elle pour qu'elle puisse vraiment revenir ici et maintenant. Et suite à ça, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement était remonté un souvenir qui avait été complètement effacé. Donc le cerveau avait vraiment appliqué une amnésie sur un épisode de vie qui s'était déroulé 1 an avant le premier déclenchement de la phobie de l'avion, c'est-à-dire 5 ans avant que je ne vois cette personne. La phobie datant de 4 ans, avant que je ne la reçoive chez moi en consultation. Et c'était la perte d'un enfant. Elle avait perdu un enfant à l'hôpital, les chirurgiens avaient dit que ça allait bien se passer, ça ne s'est pas bien passé, et l'enfant y est resté. Et donc, c'était tellement violent pour cette personne que le cerveau a mis un mécanisme d'évitement qui était, en l'occurrence ici, une amnésie. Ça aurait pu être aussi une situation de déni, mais c'était encore plus fort, c'était vraiment amnésie. Donc elle ne se souvenait pas d'avoir eu un enfant, elle ne se souvenait pas d'avoir eu un deuil, donc c'est remonté comme une balle de fusil. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, on a reciblé correctement sur le deuil de cet enfant. Quand le deuil a été accompli par l'utilisation de ces outils, à l'époque c'était par des points RIMAP qui avaient été appliqués, qui est une version de travail un peu plus profonde, plus puissante que l'EFT, notamment lorsqu'on doit travailler sur des traumas. Et donc, vous pouvez retrouver des informations sur RIMAP à travers la IIPK Academy, vous retrouvez sur mon site, et voilà, ou certaines vidéos sur YouTube que vous retrouverez qui montrent comment on peut travailler avec cet outil. Et bien donc cette personne, lorsqu'on a pu faire le deuil de l'enfant, comme par hasard, toutes les réactions à ce deuil ont disparu, à savoir l'angoisse et l'anxiété de fond, et donc la phobie de l'avion que le système avait mis en place. Alors pourquoi est-ce que le cerveau avait mis en place une phobie de l'avion? On pourrait se dire, mais quel est le rapport entre le deuil d'un enfant et une phobie d'un avion? Eh bien, c'est simplement, c'était évidemment pas la situation, c'était pas non plus la personne impliquée, sauf évidemment cette pauvre maman, mais c'était la croyance qui avait été développée à partir de ça. Donc la cognition, à savoir, je n'ai pas le contrôle. Je me sens impuissante et je n'ai pas le contrôle. Parce qu'à l'hôpital, je devais faire confiance au médecin, je n'ai pas le contrôle, et dans l'avion, évidemment, je fais confiance au pilote, je n'ai pas le contrôle, c'est pas moi qui pilotais. Donc le cerveau a recherché par analogie, vous savez que les mémoires fonctionnent par analogie, donc par association, il a cherché une situation dans laquelle je n'aurais pas le contrôle, et donc il a développé une phobie de ce type de situation pour essayer de me préserver de situations où je n'aurais pas le contrôle et où je pourrais vivre une situation du même acabit que ce que j'avais vécu comme drame 5 ans avant. Donc vous voyez, le cerveau fonctionne comme ça. Donc nous avons effectivement une application très claire de tout cela. Je vous rappelle, pour mémoire, qu'au niveau du cerveau, donc, nous avons 3 parties principales dans ce cerveau. Une partie qu'on appelle le cerveau archaïque ou reptilien qui s'occupe de notre survie. Une partie qu'on appelle le cerveau limbique qui s'occupe plutôt de toutes les données physiologiques. C'est lui qui va
faire en sorte que vos cheveux poussent ou tombent, en l'occurrence pour moi, ils vont plutôt tomber, ou se déplacer vers des endroits plus bas de mon corps, en tout cas plus sur la tête. Et puis vous avez également la partie cortex, la partie cognitive, la partie analytique du cerveau qui cherche à interpréter, à raisonner sur ce que nous vivons, à donner du sens à notre environnement. Vous devez aussi vous rappeler que lorsque je suis activé par des stimuli, et vous devez vous souvenir que vous analysez 10 millions de stimuli par seconde, uniquement de façon binaire, donc blanc, noir, sécure, insécure, malveillant, bienveillant, maltraitant, bien traitant. Donc tous ces stimuli vont vous donner une information sur votre environnement, et s'il y a suffisamment de stimuli qui se déclenchent, c'est-à-dire qui disent que vous êtes dans une situation potentiellement dangereuse, les amygdales, non pas de la gorge, mais les amygdales limbiques, qui est la centrale d'alarme, va déclencher une alerte. Et à ce moment-là, toute une série de processus vont se mettre en place en déant les 5 millisecondes. Donc c'est très très rapide. Quels processus vont se mettre en place? Eh bien, première chose, le cerveau archaïque va passer aux commandes. Deuxièmement, il va couper l'accès au cerveau pensant. Il va lui dire, mon grand, tu es très malin, très intelligent, mais tu me ralentis pour la survie. Et l'exemple le plus clair, c'est, vous traversez une route, une voiture surgit, eh bien, ça ne vous importe absolument pas de savoir le modèle de cette voiture ou sa couleur pour la survie. Vous vous en fichez. Ce qui importe, c'est de savoir déclencher une réponse de survie. Deuxièmement, donc, le cerveau archaïque va dire au cerveau limbique qu'il a besoin de munitions, de carburant pour pouvoir survivre. Donc il va accélérer le rythme cardiaque, accélérer la respiration. Vous allez transporter plus rapidement de l'oxygène aux muscles qui vont vous permettre de répondre aux réflexes de survie. Réflexe qu'on appelle fight, flight, freeze. Fight, je deviens agressif et j'attaque. Flight, je m'enfuis, je vais me cacher. Freeze, je suis tétanisé, je fais le mort. Ce qui est souvent la situation extrême de danger où mon organisme pense vraiment que je vais me faire manger par un prédateur. Souvenez-vous aussi que le cerveau archaïque, reptilien, n'a pas été upgradé. Il fonctionne comme si vous étiez, il y a 1000, 2000 ou 10 000 ans d'ici, poursuivi par un lion dans la pampa de la région ou de la magnifique ville dans laquelle vous vivez. Et donc, évidemment, il exagère, il surréagit à une situation, dans la majeure partie des cas, parce qu'il n'a pas eu cet upgrade, il n'a pas été remis à niveau. Et évidemment, il ne peut pas faire la différence. Le cerveau, de la même manière, ne fait pas la différence entre une pensée, un souvenir, une situation à laquelle vous participez, une situation à laquelle vous êtes impliqué directement, ou simplement se souvenir. Donc, ou un livre ou un film que vous regardez à la télé. Si vous avez un film avec Dracula ou un quelconque zombie qui sont de nouveau à la mode, qui vous saute à la gorge, eh bien pour le cerveau archaïque, c'est un stimuli très très puissant d'activation qui va lui dire vous êtes en danger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des coups d'adrénaline, on a des coups d'excitation ou de peur. C'est le système, tout notre système qui passe en mode fight, flight, freeze. Alors imaginez l'impact que ça peut avoir sur un enfant dont le cerveau n'est pas à maturité. Le cerveau est à maturité aux alentours de 25 ans, donc un enfant jeune ou en bas âge, ça peut avoir un impact très important, ça peut vraiment imprimer chez lui des peurs ou une plus grande sensibilité, tout comme l'attachement. Tout comme les premières années de vie, l'attachement sécure ou insécure auprès des parents ou de la famille va être super important parce que c'est vraiment comme une empreinte qui va déterminer si vous êtes plus sensible ou moins sensible à un certain type d'environnement. Alors en logosynthèse, eh bien, on va chercher à travailler sur tout ce champ énergétique qui peut être stimulé ou activé en utilisant 3 phrases. La première de ces phrases va être la suivante. Eh bien, on va récupérer son énergie. Donc, que va-t-on dire? On va dire « je récupère toute mon énergie imbriquée dans ». Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous nommer ces phrases et puis je vais vous proposer un mini-exercice à faire afin que l'on puisse tester si vous pouvez déjà ressentir quelque chose pour vous et sur vous-même. Donc, les 3 phrases, c'est « je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette introjection qu'on va nommer et je la ramène à sa juste place en moi ». La deuxième phrase, on va enlever l'énergie qui n'est pas la nôtre, donc on va dire « j'enlève toute énergie non moi, en lien avec cette introjection, de toutes mes cellules, de tout mon corps, de tout mon espace personnel, et je la renvoie là où elle doit vraiment être. » On ne s'occupe pas de savoir où. On la renvoie dans le flux, là où elle doit être dans le flux, mais en dehors de notre espace personnel. La troisième phrase que l'on va appliquer, ça sera on va récupérer notre énergie en lien avec les réactions que j'ai suite à cette introjection. Donc ça va devenir ceci, je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à cette introjection,
et je la ramène à sa juste place en moi. Et lorsqu'on a fini totalement le travail, une quatrième phrase éventuellement va être dite, qui va s'adresser plutôt à une sorte de stabilisation. On va dire, bien, j'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une sorte de mini-exercice avec ceci. Je vous propose de penser non plus à une personne que vous aimez dans votre environnement, mais essayez de penser à une personne qui vous active un peu. Alors, ne cherchez pas la fin du monde, Armageddon, le retour des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cherchez un élément plutôt moyen. Hein, si 10 sur 10 c'est la fin du monde, 0, aucune activation, cherchez un événement aux alentours de 4, 5, 6. Parce que, évidemment, je ne suis pas avec vous, donc je ne vais pas pouvoir m'amener, enfin, je ne vais pas pouvoir intervenir sur vous en direct, donc ce serait évidemment dommage que vous vous activiez pour rien. Mais je voudrais que vous pensiez à une personne que vous n'aimez pas trop et observez comment vous la percevez dans votre environnement direct. Est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est plutôt à l'extérieur de vous? Est-ce que c'est plutôt en haut, en bas, devant, derrière, sur les côtés? Est-ce que c'est plutôt une image qui se présente à vous? Est-ce que c'est plutôt une pensée, une parole, des mots qui sont prononcés? Est-ce que c'est plutôt des sensations qui apparaissent directement? Donc, prenez le temps d'observer comment vous ressentez ça. Hein, que se passe-t-il exactement? Et comment vous ressentez cette représentation? Et quand c'est fait, vous observez si vous avez une image qui vient complémenter ça, ou s'il y a une croyance peut-être qui peut se développer autour de ça, hein, du style je me sens nul, ou je me sens pas respecté, ou je me sens en colère. La colère c'est plutôt une émotion, mais où je me sens impuissant, je ne sais pas comment me positionner par rapport à cette personne, où je me sens rejeté, abandonné, hein, je ne me sens pas entendu. Prenez juste le temps d'observer ce qui se passe pour vous. Voilà. Et quand c'est fait, eh bien, nous allons appliquer ça. Donc, remplacer l'introjection par soit l'image qui est présente, ou les mots qui sont là, ou la représentation de X, Y, Z. Hein, vous dites, et la représentation de Paul, Pierre, Jacques, Amétasis, Latifa. Donc, ceux qui vous parlent. D'accord? Donc, je vais dire les phrases maintenant pour vous. Je vous demande de vraiment observer dans votre corps où vous percevez ça. Et répétez simplement ceci. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans la représentation de cette personne, dans cette image, et je la ramène à sa juste place en moi. Il ne sert à rien de réfléchir à ces mots, laissez juste agir les mots, éventuellement observer ce qui se passe, ce qui change dans votre espace, dans votre corps, sans plus. Et on va laisser agir quelques secondes avant de faire la deuxième phrase. Donc je vois que Claude écrit dans le chat les phrases si jamais vous êtes visuel et que vous avez besoin de les lire. Vous pouvez aussi trouver ces phrases sur mon site. Si vous allez sur le site www.yves-gauthier.com, wauther.com, vous avez en bas des pages sur la droite des interliens, il y a des vidéos ressources, il y a des documents ressources. Vous trouverez notamment les phrases logosynthèse et quelques autres documents intéressants. Donc, deuxième phrase, portez attention sur ce qui est toujours là, et dites ceci, j'enlève toute énergie non moi, ou toute l'énergie de la représentation de cette personne, en lien avec toutes les représentations de cette personne, de toutes mes cellules, de tout mon corps ou mes corps, de tout mon espace personnel, et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Ou je la renvoie à lui, là où ça doit vraiment être. Puis on laisse agir, observez un peu ce qui se passe, ce qui se modifie éventuellement chez vous. Peut-être demander à Claude de taper peut-être le lien de IPK Academy, ce serait pas mal de le mettre dans le chat. Puis observez ce qui a changé et répétez cette phrase-ci, suivante. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions aux représentations de X, ou de cette image de X, et je la ramène à sa juste place en moi. Et à nouveau, observez simplement ce qui a changé. Donc laissez un peu de temps pour agir, et puis observez ce qui a changé. Et en logosynthèse, eh bien, nous allons processer comme ça, c'est-à-dire que nous allons laisser faire le processus, observer ce qui a changé, et sur base de ce qui a changé, nous allons repeaufiner sur base des fameuses méta-questions A et B. Comment souffrez-vous? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Donc en gros, les éléments
situationnel, émotionnel, sensation et cognition, et perception dans mon espace, pour pouvoir reformuler une deuxième phrase ou une deuxième série de phrases pour affiner, peaufiner, continuer le travail thérapeutique. Donc l'algosynthèse est un outil relativement simple qui permet vraiment de travailler sur ça. Alors, observez un petit peu tout ce qui reste. Voilà, si certains d'entre vous sont activés, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat, parce qu'auquel cas, je peux éventuellement refaire une petite deuxième série de phrases si vous me dites ce qui reste activé. Ou sinon, je continue à vous parler un peu de la logosynthèse. Donc, la logosynthèse peut s'utiliser dans toute une série de domaines différents. Donc, quels sont les sujets de prédilection de la logosynthèse? Et bien, en réalité, il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez l'utiliser à peu près dans tous les domaines. Donc, moi, je l'utilise par exemple même avec des personnes qui ont des troubles de la personnalité. Je l'ai déjà utilisé avec des personnes, par exemple, schizophrènes, soit seul, soit en partie avec d'autres outils comme justement RIMAP ou le FT, ou même TAT à d'autres moments, donc d'autres outils de stimulation, ou IFS, système familial intérieur, lorsque ça se présente sur un travail sur les parts, sur donc vraiment notre famille intérieure, notre tribu intérieure. Alors, je vois une personne qui me dit qu'il reste une forme de dégoût par rapport à la personne. Alors, il faudrait peaufiner ce dégoût, il faudrait voir si c'est... Est-ce que tu le perçois? Est-ce que ça a une forme? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un objet qui est là? Comment tu le perçois dans ton espace? Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Parce que le dégoût, c'est une réaction, d'accord? Donc, on ne va pas travailler sur la réaction elle-même, on va chercher ce qui pourrait être encore en lien avec ce dégoût. C'est probablement une cognition, c'est probablement une croyance ou quelque chose qui est en place en lien avec ce dégoût. Donc, est-ce que c'est cette personne, je ne peux pas faire confiance, je me suis senti trahi, par exemple? Est-ce que ce serait des phrases de cet ordre-là qui pourraient résonner? Et si c'est le cas, eh bien on referait une série de phrases sur la cognition plutôt que sur le dégoût, sauf si tu as une représentation de ça. Si tu as spontanément une image qui vient, naturellement une image qui vient, on pourrait travailler sur cette structure, sur cette image. Donc, alors voilà, je vois qu'il écrit une sorte de juge verdâtre au-dessus de moi. Eh bien, je propose de refaire une série de phrases, et vous pouvez adapter pour les autres si vous voulez. Vous pouvez le faire aussi pour la personne, hein, ça peut être un travail à son bénéfice également. Donc Stéphanie, donc répète juste ceci: je récupère toute mon énergie, imbriquée dans la représentation de ce juge verdâtre au-dessus de moi, et tout ce qu'il représente dans mon système, et je la ramène à sa juste place en moi. Et puis, on va faire une deuxième phrase, on laisse agir un petit peu. J'enlève toute énergie non moi, et toute l'énergie aussi de représentation de cette personne, X, en lien avec cette image, cette perception d'un juge verdâtre au-dessus de moi, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, et je la lui renvoie à lui, ou je la renvoie là, où elle doit vraiment être. Et puis, une troisième phrase, je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à cette représentation de juge verdâtre au-dessus de moi, et tout ce qu'il représente dans mon système, et je la ramène à sa juste place en moi. Et simplement, tu laisses agir et observe à nouveau ce qui a changé. Et à nouveau, donc, si des choses persistent ou perdurent ou restent, eh bien, tu peux repeaufiner de la même manière pour continuer à faire ce travail de fond, pour vraiment pouvoir se libérer complètement de ce qui est là. Alors, je vois que certaines personnes ont témoigné que effectivement, il y a des choses qui ont bougé. Par exemple, Karine dit, pour commencer, j'avais une image représentative et à la fin de la dernière phrase, l'image est partie. Exactement, donc c'est ce qui se passe souvent en logosynthèse. Une autre personne me dit, Catherine, que effectivement l'image s'atténue, ou Stéphanie me dit que l'image s'éloigne, etc. Donc voilà, donc c'est exactement ce qui se passe en logosynthèse. Il faut savoir aussi que ce n'est pas un effet temporaire. Donc si on travaille bien la cible et tous les aspects que ça peut représenter, une fois que c'est parti, ça ne reviendra pas.
Donc c'est effectivement un travail non seulement de désensibilisation, mais aussi de retraitement de l'information. Donc c'est en ça que ces outils sont assez intéressants, parce qu'ils permettent à la fois une certaine autonomie de la personne, pour autant que les sujets permettent de travailler tout seul. Je vous rappelle quand même que si vous travaillez des sujets très sensibles, je vais parler d'une de mes spécialisations comme les abus ou les maltraitances, je ne vous conseille pas de travailler ça tout seul. Il y a peut-être des éléments que vous allez pouvoir travailler par vous-même, mais je vous conseille quand même d'être accompagné par un professionnel. Pourquoi? Mais pas simplement parce que c'est difficile d'être juge et partie à certains moments, et que si vous êtes pris dans des parts, peut-être même polarisées, c'est-à-dire des parts qui luttent l'une contre l'autre, eh bien c'est difficile parfois de s'en rendre compte, et donc d'aller travailler sur ça tout seul, c'est pas nécessairement une bonne idée, parce que vous pourriez être peut-être repris dans une émotion trop forte, ou au contraire vous coupez, vous dissociez complètement de ce qui est là, et avoir l'impression que c'est traité alors que ça ne l'est pas. Vous pourriez observer ça de toute façon dans votre quotidien, savoir si des déclencheurs ou des situations continuent à vous activer, eh bien c'est que le travail n'est pas terminé, le travail n'est pas fini. Mais donc, pensez quand même à vous adresser à un professionnel, etc. Si vous êtes thérapeute et que vous utilisez les phrases sans avoir eu la formation, je vous mets aussi en garde de faire attention, parce que ce sont des outils qui fonctionnent très bien, mais vous devez être à même de pouvoir stabiliser une personne, c'est-à-dire pouvoir la calmer rapidement si le réseau de mémoire qui s'active est trop sensible, pour pouvoir évidemment épargner à la personne une retraumatisation. Donc il faut rester écologique pour le système de la personne. Ça fait partie aussi des fondements de notre travail, ça fait partie de notre code de déontologie, mais je vous rappelle que c'est important. Donc en cas de doute, faites-vous superviser. Demandez à un superviseur comment on travaillerait avec cet outil, ou est-ce qu'il y a une approche, une façon de travailler sur cet outil qui serait plus douce qu'une autre approche. Donc pour en revenir avec les sujets de prédilection de la logosynthèse, donc on peut l'utiliser sur dans des tas de domaines différents, que ce soit dans le travail sur les couples, le travail avec les enfants, on peut l'utiliser évidemment dans les traumas, on peut l'utiliser aussi en termes de développement personnel, si vous voulez creuser en tant que modèle de vie. Donc c'est vrai que moi j'utilise beaucoup ce modèle de façon à ne pas me laisser envahir par des petites bêtises du quotidien. Si par exemple je roule en voiture et que quelqu'un me fait une crasse, une queue de poisson, je ne vais pas me laisser envahir par des humeurs désagréables, je vais essayer d'intervenir directement sur mon système pour aller m'adresser à ce qui s'est passé. Là je serai à chaud, donc je vais intervenir sur l'image de la personne ou cette scène avec cette voiture, pour justement ne pas me laisser embarquer dans des humeurs désagréables qui vont me plomber ma journée alors que je n'en ai pas besoin. Donc c'est vrai que c'est un outil qui devient un peu un modèle qu'on peut utiliser dans son quotidien afin de se soulager rapidement. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans le travail. On peut vraiment faire un travail de fond. Et comme je vous l'expliquais, je travaille aussi par exemple dans une institution qui s'occupe de personnes handicapées mentales, lourdes ou légères, ou avec troubles de l'identité. Eh bien, je peux utiliser aussi cet outil à certains moments pour travailler sur la structure énergétique, sur ce qui se passe chez les personnes en question. Et c'est assez intéressant à voir comme type de travail. Vous pouvez vraiment stabiliser et calmer les personnes assez rapidement, même s'il y a peu d'accès cognitif, parce que vous pouvez aussi faire un travail au bénéfice de la personne éventuellement, si vous avez son accord ou l'accord de son environnement, si la personne n'est pas en état de faire état de son accord par lui-même. Vous pouvez travailler aussi sur les perceptions que vous avez vous-même de la situation. Donc par exemple, on pourrait demander à des parents de travailler sur la perception qu'ils ont eux de leur enfant, ou de la souffrance de l'enfant, ou en tout cas de ce qui se cache derrière cette souffrance. Donc c'est vrai que cet outil permet de vraiment pouvoir développer toute une série de tiroirs, j'ai envie de dire, sur lesquels on peut travailler. Voilà. Je pense qu'on arrive tout doucement aux questions. Donc s'il y a des questions particulières, donc, ayez la gentillesse de les écrire dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça, voir s'il y a encore des choses, ou des thèmes ou des sujets que vous voudriez voir abordés. En attendant que les questions arrivent, donc la logosynthèse notamment aussi a développé un travail sur les allergies. Et là, par exemple, vous trouvez également les phrases sur mon site, sur le site Yves Wautier. Eh bien, on va travailler sur deux niveaux différents. Je vous rappelle que si vous faites un travail qui touche à des choses physiologiques, physiques, je vous recommande chaleureusement de contacter ou de vérifier auprès d'un médecin, évidemment, qu'il n'y a pas de problème mécanique pur. Et deuxièmement, si vous travaillez sur des allergies, veillez à faire en sorte que si la personne teste son allergie,
que c'est une allergie violente, qu'elle soit dans un environnement qui soit safe. Donc faites-le soit dans un hôpital ou près d'un médecin, en tout cas veillez à ce que ça soit écologique pour le patient. Hein. Donc le but c'est évidemment de ne pas le mettre en danger, mais que ça se passe bien. Donc moi j'ai travaillé à diverses reprises sur des allergies avec différents outils, et notamment avec logosynthèse. Donc en logosynthèse, on va travailler sur toutes les représentations évidemment que je peux avoir de l'allergie, à savoir on va rechercher à quel moment cette allergie s'est déclenchée, on va rechercher également si dans l'année qui a précédé, par exemple, il y a eu des événements particuliers, hein, l'année qui a précédé le premier déclenchement de l'allergie, il y a donc différents axes d'attaque. On va vérifier les événements du passé, on va vérifier éventuellement les déclencheurs du présent, on va vérifier les familles de croyances que j'aurais pu développer, on va aussi travailler sur un axe de visualisation, demander à la personne de se voir guérie de son allergène, voir comment il se comporte. Donc ça, c'est une des parties du travail en logosynthèse. La deuxième partie du travail en logosynthèse, c'est qu'on va travailler sur les représentations que notre système immunitaire a pu développer sur l'allergène. Hein, je vous rappelle que beaucoup d'allergies sont dues à une mésinterprétation, une mauvaise interprétation de notre système immunitaire, de notre système de défense, parce qu'un élément allergène est arrivé en même temps qu'un élément qui était OK, ou un élément traumatique s'est passé au moment que j'étais en train de manger une pomme, par exemple, et je peux développer du coup une phobie de la pomme, ou pas une phobie de la pomme, pardon, mais ça pourrait être une phobie aussi, mais une réponse allergique aux pommes, parce que pour moi, la pomme est devenue associée au niveau de mes mémoires avec un trauma, et donc quelque chose de très dangereux. Donc, on va travailler sur les représentations qu'a le système immunitaire de l'allergène afin de pouvoir s'en libérer. Alors, je vois qu'une question est arrivée. Donc, si on part d'une sensation corporelle, je fais comment pour la mettre en image, ou en cognition, ou en représentation? Alors, de prime abord, on va d'abord continuer à questionner la sensation, hein, pour répondre à cette question. Donc, à partir d'une sensation en elle-même, la sensation est une réaction à quelque chose. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord questionner à partir de quel moment cette sensation est arrivée. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont produites, soit si c'est en journée, pendant la journée elle-même, ou dans l'année qui a précédé, si c'est une sensation qui revient de façon récurrente, elle est observée à quel moment elle s'est déclenchée réellement la première fois. Si on n'a pas d'accès à ces mémoires, parce que ce sont des mémoires précoces, par exemple des empreintes précoces, ou préverbal, c'est-à-dire avant vraiment que se construise notre verbalisation de ce que nous vivons, ou même notre mémoire identitaire. Hein. Je vous rappelle que l'hippocampe, qui est notre mémoire, notre bibliothèque de mémoire émotionnelle, ne commence à se construire réellement qu'à partir de 4-5 ans. Donc c'est vrai qu'avant 4-5 ans, il y a peu de mémoire identitaire. Et souvent, ces mémoires identitaires sont trafiquées. Pourquoi? Parce qu'elles sont réinterprétées par notre cerveau en fonction de qui nous sommes au moment où nous repensons à ce souvenir. Donc, je ne pense pas à un souvenir que j'ai vécu à 4 ans ou à 5 ans, de la même manière que si j'en ai 10, ou de la même manière si j'en ai 15, 25 ou 50. Donc, ma mémoire va évoluer avec qui je suis. Donc, il est clair que ça va dépendre vraiment de quel moment on a ça. Donc, si j'ai juste une sensation, l'idée, c'est de creuser d'abord pour voir si on peut raccrocher ça avec une situation, un événement, une personne, une représentation de personne, une cognition, éventuellement, etc. Si on n'y arrive pas, on pourrait demander à l'inconscient de représenter cette sensation par un objet, et si spontanément une image vient, ça peut être une indication donnée par l'inconscient. Mais il faut être très prudent parce que si l'inconscient ne donne pas des éléments de mémoire, c'est peut-être parce que cette mémoire est trop sensible et que le système n'est pas prêt à aborder cette mémoire. Donc je ne le ferai en tout cas certainement pas seul, et je le ferai accompagné d'un thérapeute plutôt aguerri, y compris dans les traumas, pour pouvoir accompagner ça. Si vous êtes suffisamment aguerri, expérimenté sur le sujet, alors vous pouvez tenter cette expérience, mais vous devez être capable de pouvoir stabiliser la personne rapidement si ça ouvre la boîte de Pandore, parce que ça pourrait arriver. Donc l'inconscient ne fait rien de façon gratuite. Donc s'il cherche à protéger un souvenir, c'est parce qu'il estime que le système n'est pas prêt à le gérer, ou à le digérer en l'occurrence, et le laisser tomber. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Mais donc il y aurait des moyens de travailler, soit de creuser plus à fond pour trouver vraiment le déclencheur, ou ce qui se cache, donc l'introjection elle-même, soit de préparer le terrain en demandant à l'inconscient de représenter volontairement cette sensation par une image, quelque chose qui pourrait servir de relais, puisque l'inconscient, lui, saurait forcément ce qui est caché derrière. Mais à nouveau, je tire votre attention sur
votre professionnalisme, soyez prudent, soyez écologique vis-à-vis de vous-même si c'est en autotraitement, ne partez pas à l'aventure comme ça. Hein. Franchement, ce ne serait pas prudent. Alors, il y a une autre question. Comment fait-on pour travailler pour le compte d'une autre personne, un enfant par exemple? Eh bien, si on travaillait comme ça, je pourrais faire une phrase du style, hein, donc, soit je pourrais le faire comme si j'étais moi l'enfant, pour autant que l'enfant soit OK que je le fasse comme ça, donc qu'il soit au courant évidemment, sauf s'il est trop petit évidemment je pourrais le faire, donc je prendrais moi, je dirais ceci, ben voilà, je suis X, et en tant que X, je vais dire ceci, je récupère toute mon énergie imbriquée dans, et ce que j'ai ciblé, et je la ramène à sa juste place en moi. À la fin de ce travail, je vais dire ceci, je reviens dans mon système énergétique et dans mon espace personnel, afin de ne pas rester mixé avec celui de la personne pour laquelle je travaille. Si maintenant vous êtes le parent de cet enfant, et que vous êtes partie prenante de ce qui se passe, et que l'enfant ne veut pas ou n'est pas en état de faire le travail par lui-même, eh bien, ou de dire les phrases par lui-même, vous pouvez les dire à son bénéfice. Donc on va le faire en anglais, on va dire on behalf of, au bénéfice de. Donc vous allez dire, ben voilà, je vais dire les phrases au bénéfice de mon fils ou de ma fille, hein, et vous allez le faire. Alors, j'attire votre attention à nouveau sur l'écologie et la déontologie. Si des personnes ne sont pas demanderesses, à mon sens, ce n'est pas OK de faire un travail pour eux s'ils ne sont pas demandeurs. Par contre, vous pouvez faire un travail sur ce que vous vivez du fait qu'ils ne soient pas demandeurs. Parce que ça aura un impact quand même sur le système. Si par exemple, admettons que vous avez un enfant qui veut absolument pas, qui est complètement rébarbatif à un travail thérapeutique alors qu'il en aurait besoin et que vous vous sentez complètement impuissante, on pourrait travailler sur votre représentation de votre enfant bloqué par rapport au fait de se faire aider. Donc ça donnerait une phrase de ce genre-ci. Hein, donc je travaille au bénéfice de mon enfant par exemple, et je vais dire ceci, je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette part qui a l'air bloquée, hein, bloquée et qui refuse de pouvoir se faire aider et de demander de l'aide en lien avec ce qu'il est en train de vivre, et je la ramène à sa juste place en moi. Ce serait par exemple une première type de formulation. Deuxième formulation, vous le faites vraiment sur votre perception à vous. Donc vous êtes vous-même, en tant que parent par exemple, et vous allez dire, je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes les représentations que j'ai de la souffrance de mon enfant, ou toutes les représentations que j'ai de mon enfant et de cette souffrance, et je la ramène à sa juste place en moi. Il y a de très très grandes chances que ça va modifier votre perception et votre relation à votre enfant, apaiser votre système, qui va probablement apaiser du coup par effet rebond celui de votre enfant, et qui va probablement l'ouvrir au fait de se faire aider plus directement en thérapie. Ça peut vraiment porter des fruits assez rapidement. Voilà pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc un tout petit peu de temps, si vous voulez, pour une nouvelle question. Alors je vois qu'on est en train de m'écrire. Alors, des formations logo, je vois. Ok. Donc, il y a des formations logo qui sont programmées. Donc, il y en a une ici à Limal dans quelques jours, donc vendredi, samedi, dimanche, qui va se donner ici à Limal. Et puis, il y en a une qui va se donner à Rennes lundi, mardi, mercredi de la semaine qui vient, donc prochaine, par exemple. La première formation qui vous donne accès à toutes les autres formations, c'est ce qu'on appelle le basique. Donc ce sont ces deux formations-là que je donne à la Queue Leu ici en Belgique et puis à Rennes en France dans moins d'une semaine. Les formations basiques vont vous permettre d'acquérir le réflexe, le ciblage, etc., les fameuses phrases de base pour que vous soyez à l'aise dans ce ciblage. Et on constate que quand même pas mal de personnes souvent reprennent le module même d'initiation qu'on retrouve en e-learning pour avoir une réexplication sous la main, sous le coude, dans le cadre de leur formation. Et après, vous avez accès à des modules de praticiens qui sont des modules plus avancés où on va travailler sur des thématiques. Donc il y a dans ce cadre-là le chemin du courage qui s'adresse plutôt au trauma, que je donne au courant de l'année. Vous trouvez ça dans mon agenda sur mon site.
Vous avez le chemin du lien, qui est plutôt un travail sur les relations, qui est aussi un autre module que je vais donner au cours de cette année. Vous avez le chemin de la volonté qui sera donné, je pense, en français par Andrea Freddi, qui est un de mes collègues et amis d'origine italienne, mais qui parle français, qui sera donné au courant de l'année, et qui travaille plutôt sur la mission de vie. Vous avez aussi le chemin de la présence qui se donne, qui est un module plus avancé. Je vous conseille pas vraiment de le faire en premier, je vous conseille plutôt de faire d'abord des autres chemins pour vous habituer vraiment à la pratique de la logosynthèse basique. Et vous avez, je pense que j'ai dit tout, hein, donc Path of the Will, Path of the Courage, Path of the Bonds, voilà. Alors vous avez éventuellement aussi des supervisions qui se donnent à certains moments pour pouvoir peaufiner, présenter vos cas, ou travailler même en supervision directe pour voir si votre façon de travailler est la plus facile, la plus simple et correspond bien au modèle logosynthèse qu'on veut vous faire apprendre. Et puis de là, vous pouvez approfondir le travail par une certification si ça vous intéresse, en fonction de votre motivation à travers l'outil. Voilà, l'utilisation de l'outil ne vous demande pas d'être certifié, mais on vous demande d'être certifié si vous voulez annoncer que vous faites de la logosynthèse à U et à DIA, parce qu'effectivement, ça nécessite quand même un investissement personnel assez conséquent, mais pas insurmontable, hein. Donc on est déjà quand même pas mal à l'avoir fait. Au niveau francophone, je pense qu'en termes de praticiens certifiés, on doit être une petite dizaine maintenant. Voilà, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit pas être loin de ça, en sachant qu'il y a aussi certains francophones qui sont au Canada. Et donc on peut travailler évidemment par Skype aussi en logosynthèse sans aucun souci. Alors je vois qu'il y a une autre question. Alors c'est intéressant, c'est un peu sur le chamanisme, sauf qu'on utilise la parole principalement, ça a l'impression. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du chamanisme, puisque le chamanisme, on va par exemple aller chercher des pouvoirs ou des pouvoirs tutélaires ou des animaux totems, etc. Ce qu'on ne fait pas du tout en logosynthèse, hein. Donc en logosynthèse, c'est vraiment uniquement l'utilisation des mots, mais c'est clair qu'il y a peut-être certains éléments qui peuvent ressembler à ça, mais dans la pratique, en réalité, pas vraiment, puisqu'on ne va pas rechercher, on ne va pas s'adresser à nos guides ou s'adresser à des animaux totems pour faire le travail. C'est vraiment le pouvoir des mots eux-mêmes et la résonance qui, au niveau énergétique, va dissoudre ces fameux nœuds et remettre cette énergie en flux. Et les mots eux-mêmes qui proposent de renvoyer l'énergie qui ne serait pas la nôtre à sa juste place en dehors de notre espace personnel et de remettre notre énergie à nous en flux dans notre espace personnel. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? C'est intéressant. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Pas de prime abord, donc je laisse encore un petit peu de temps. Si jamais il n'y a plus d'autres questions, eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc sur le site IPK Academy, vous trouvez une initiation à la logosynthèse, hein, qui est assez abordable. Et donc vous pouvez la voir, vous avez un accès, je pense, quasi permanent, il me semble, hein, une fois que vous avez acheté le module qui coûte quasi rien, je crois que c'est 37 €, je crois, 47 €, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Donc vous y avez un accès ad vitam, donc vous pouvez revoir ça, ce qui vous permet de reséquencier éventuellement, si vous avez perdu un petit peu le fil de ça, et si vous n'avez pas le temps en direct de faire la formation, ça vous permet déjà de l'utiliser pour vous. Je vous conseille quand même de faire la formation basique si vous voulez l'utiliser sur autrui, parce qu'il y a quand même des petites notions à apprendre, ou alors de vous faire superviser, faire le basique en termes de supervision individuelle, pour pouvoir au moins le pratiquer de façon correcte avec les patients que vous auriez ou les clients que vous auriez. C'est un outil qu'on peut aussi utiliser évidemment en coaching, donc c'est vrai que je n'en ai pas parlé de cet élément-là, parce que c'est une formation que vous pouvez appliquer relativement chez les coachs sans devoir parler de thérapie, et c'est des choses qui peuvent s'intégrer dans un travail de type coaching. Lorsque je supervise des coachs, eh bien, je leur apprends notamment cet outil afin de leur permettre de l'intégrer dans leur pratique, et c'est très très parlant, beaucoup de coachés apprécient cet outil. Voilà, je n'ai plus d'autres questions. Donc je vous remercie de votre participation à cette... Ah, attendez, pour aborder la synthèse à des fins personnelles.
je ne suis pas thérapeute. Mais donc, si vous voulez utiliser la logosynthèse vraiment juste pour vous, l'initiation logosynthèse est suffisante. Donc, vous pouvez la trouver sur IPK Academy. Ou alors, si vous avez envie de faire un travail aussi en termes de développement personnel, faites le basique. Le basique, vous allez apprendre un peu mieux à cibler de façon plus précise, puisque c'est 3 jours. Donc, vous allez forcément travailler aussi sur vous. Vous allez voir des démos, ça sera un peu plus complet. Mais l'initiation, normalement, est suffisante pour un travail personnel. Et si jamais vous voyez que ça bloque, c'est le moment où je vous conseille peut-être de faire une session d'1 heure ou 2 heures avec un thérapeute certifié qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, vous pourrez l'appliquer de façon plus safe et plus efficace sur vous-même. Attention, si vous travaillez des thématiques qui sont plus difficiles, donc des traumas complexes, donc des choses où il y a eu répétition de traumas, ou des troubles de l'attachement, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par quelqu'un, de ne pas faire un travail toute seule comme ça, parce que ce sont des sujets très sensibles, et notre système, normalement, ne va pas vous permettre de faire un travail de fond efficace et qui tienne si vous n'êtes pas un minimum guidé sur les pièces du puzzle à travailler et comment les travailler pour que ça soit efficace et surtout écologique pour vous, hein, que ça ne fasse pas remonter des souvenirs trop difficiles inutilement. Voilà, alors je vois qu'il y a encore une petite question qui avait l'air d'arriver. Juste vérifier que c'est le cas. Voilà. Pom, pom, pom. Le silence de la mer. Alors, voilà, c'était des remerciements. Et donc, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie aussi d'avoir passé ce moment avec moi. Je pense qu'il y aura moyen à terme de réécouter ça, il me semble. Donc, je ne sais pas exactement dans combien de temps, mais on vous tiendra au courant. Ça sera mis sur le site ou sur les différents sites qui ont été signalés. Et donc, normalement, vous aurez la possibilité de réécouter ça pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous en live et en direct. Alors, je voudrais terminer aussi par ceci, vous signaler que nous allons régulièrement faire ce type de webinaire, notamment sur d'autres thématiques, d'autres outils aussi. Il y aura RIMAP, il y aura l'EFT clinique, les troubles de l'attachement, le travail sur les enfants, le travail aussi sur la sexo, etc., ou le couple. Donc il y aura des thématiques où on mêlera certains outils ou certains outils avec certaines thématiques. Donc on va essayer de vous présenter un agenda assez régulier de ce type d'intervention. On va essayer de faire ça 1 à 2 fois par mois, des mini-interventions, peut-être une fois à midi et une fois une avant-soirée comme aujourd'hui, de façon à pouvoir vous présenter des horaires différents et que vous puissiez avoir ça comme aide et support à votre pratique, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Voilà, je vous remercie, excellente soirée à vous, et puis amusez-vous bien pour le restant de cette soirée. Voilà, au revoir.